Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler pharmacie un peu, immobilier beaucoup et surtout entrepreneuriat avec Cédric O'Neill. O'Neill ou O'Neill ? O'Neill. Cédric O'Neill, on reviendra, il va falloir que tu m'expliques ce nom de famille. Alors, sans plus d'introduction, alors Cédric, quand même, t'es docteur en pharmacie, donc ça, c'est quand même la classe. Ça c'est une chose. Et surtout, tu as été le fondateur de 1001 pharmacies et aujourd'hui, tu te relances dans une aventure entrepreneuriale. Donc voilà, en quelques mots, Cédric, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, salut Pierre, merci de m'inviter sur ton podcast aujourd'hui. Donc moi, je suis Cédric O'Neill. Donc j'ai 33 ans, j'habite à Montpellier, j'ai une femme que j'aime à la folie, 2 enfants, et en effet, depuis que j'ai fini mes études, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais été salarié, donc j'ai enchaîné les boîtes, en commençant par la pharmacie en ligne, et maintenant j'ai switché sur l'immobilier, je t'expliquerai pourquoi. Mais c'est assez sympa parce que c'est ultra riche d'enseignements. J'ai fait beaucoup de conneries et donc ça sera vraiment intéressant de pouvoir en parler sur ton podcast. Exactement, on est là justement pour apprendre. Alors, si on rembobine un petit peu, t'as fait des études pour devenir pharmacien à la base. T'avais une appétence, il y a un truc familial derrière ou Ouais, si on repart alors de très loin là, on va faire ouais, t'es pas si vieux que ça, allez, ça fait 20 ans en arrière, quoi. Non, mais ça fait 20 ans en arrière. Moi, je viens d'une famille où on était quand même 4 enfants. C'est ma mère qui nous a élevés seuls. On était dans un milieu assez modeste. Et assez jeunes, mes frères et sœurs, on a vite compris que finalement, si on voulait avoir autant que nos petits camarades, à savoir la nouvelle console ou les nouveaux vêtements à la mode, il fallait essayer de travailler à côté des études. Fallait se démerder. Et donc voilà, il fallait se démerder. Donc assez jeune, on a eu cette fibre entrepreneuriale, si tu veux, au niveau de la famille, mais qui a été un peu liée au contexte familial, où c'était la démerde justement pour pouvoir se payer 3-4 trucs à côté. Et donc j'ai toujours eu ce mood entrepreneurial, et moi ma volonté c'était vraiment dès le début je me le disais, il faut que je fasse une école de commerce ou il faut que je crée des boîtes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lycée j'étais très bon en scientifique, mathématiques, physique, mais je bossais pas plus que ça. Et arrivé au niveau du bac, j'ai postulé pour entrer dans une prépa HEC. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai mes profs qui m'ont clairement fait comprendre, écoute, c'est pas pour toi, quand on a 8 de moyenne en français, 8 de moyenne en philo, on fait pas une prépa HEC qui est assez généraliste, on te conseille plutôt de t'orienter vers quelque chose de scientifique. Et autant je me disais médecine, ça m'intéresse pas du tout parce que je me vois pas du tout médecin, la vue du sang. Autant quand je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'en faisant pharmacie, t'es pas obligé d'être au comptoir de ta pharmacie.
t'as des voies comme l'industrie pharmaceutique qui t'offrent pas mal de possibilités. Ouais. Et je me suis dit, je sais pas trop ce que je veux faire, mais la voie pharmaceutique me semble pas mal pour me garder des portes ouvertes. Et finalement, j'ai eu mon concours de la première année, ce qui est super fort bien quand classé. Même. Ouais, tu vois, on en revient toujours à la notion d'argent. Je suis arrivé en première année de pharma, je me suis dit, j'étais à Montpellier, parce que je suis originaire de Narbonne, donc dans le sud de la France, et je me suis dit, une année pharma, ça me coûte 10-15 000 euros entre le loyer, la bouffe, en frais de vie, ouais. En frais de vie. Moi, juste avant, j'avais bossé tout l'été à trimer au bord de la plage dans une paillote pour gagner un peu d'argent, et je me dis, tu vois, c'était assez pragmatique comme raisonnement. Je me dis, il faut maintenant que t'es en première année pharma que tu donnes tout, parce que en fait, sinon, tu vas te remettre à trimer l'année suivante dans une paillote au bord de la plage, à faire le serveur, ouais. Juste pour te donner une chance de plus de repasser ton concours. Donc, autant finalement trimer la première année pharma et tout donner sur le concours. Comme ça, tu vois, donc c'était assez pragmatique comme raisonnement. Ouais, puis c'est un vrai incentive, hein. T'avais pas les moyens de repiquer, hein. Voilà, t'as pas les moyens de repiquer, et quand tu te dis ça, finalement, tu te donnes les moyens d'y arriver. Et tu vois, j'ai pas fait de il y a beaucoup de prépa pour t'aider à préparer ces concours médecine pharma. J'avais pas les moyens de faire ça, donc ça t'oblige à trouver des moyens un peu smart. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tous les étudiants qui vendaient leurs cours de l'année précédente. J'ai acheté des cours à pas très cher, et finalement j'avais cet avantage. Moi, j'arrivais déjà en amphi et j'avais les cours de l'année dernière, donc j'avais pas besoin de reprendre les cours. J'avais les cours sous les yeux, et je pouvais être focus sur ce que disait le prof pour assimiler tout de suite. Donc tu vois, c'est des petits tips comme ça. Ouais. Qui m'ont permis de me dire non, moi j'ai une année pour faire ma pharma, et je l'ai du premier coup. Et c'est ma chance et mon malheur, parce que en fait ça me plaisait pas du tout pharmacie. Mais une fois que t'as le concours, tu te dis merde, j'ai pas pris la place de quelqu'un d'autre. Je vais aller au bout de mes études. C'est quand même assez prestigieux, pharmacie. Je vais pas arrêter en cours de route. Mais j'étais toujours intéressé par l'économie. Je me revois, tu vois, à la BU où j'allais rayon économie, me chercher des livres d'économie pour essayer de bûcher ça. D'accord. Et donc après, j'étais pas beaucoup donc en pharma. Pour l'anecdote, j'ai monté une association de poker quand j'étais en pharmacie. Ça s'appelait Student Poker, et c'était sympa. Toutes les semaines, il y avait 80 personnes qui étaient réunies dans un bar, et on organisait des tournois de poker. Il y avait un petit site internet, et c'était pour le délire. De toute façon, t'avais l'envie et l'appétence de créer des trucs de toute façon. Voilà, exactement. Et donc, comme pharmacie, ça me plaisait pas, je me suis dit, comment je peux m'ouvrir à autre chose? Donc, ça a été d'un côté le poker, et ma 4e année de pharmacie, je suis parti un an en Erasmus en Irlande. Ah oui, au Trinity College à Dublin, c'est ça? Ouais, Trinity College Dublin. Donc c'est un endroit assez exceptionnel, parce que t'es un peu sur des études à l'américaine, avec des grands campus où tout est intégré. Donc ça a été une super expérience. Je me suis fait plein de potes irlandais là-bas. Et en étant en fin de 4e année, tu dois faire un stage de 3 mois dans un labo pharmaceutique, où en fait un peu où tu veux, mais il faut que c'est un lien avec la pharmacie. Et moi je me disais, ce qui me fait vraiment rêver, c'est de partir en Californie et d'aller faire du surf. Donc là je me dis, je connais personne en Californie, j'ai pas de réseau, comment je fais pour me retrouver en Californie à faire un stage de 3 mois? Et là, je découvre LinkedIn. Tu vois, on était en 4e année pharma, pour moi, on devait être en 2008-2009. Ouais. LinkedIn existait, mais c'était pas vieux. En France, c'était vraiment Viadeo qui trustait le truc à l'époque. Et j'arrive sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, t'avais les Américains, en effet. Et t'avais beaucoup d'Américains. Et je commence à un peu trifouiller l'outil. Et là, je me rends compte que si tu dis que ton job actuel, c'est un job dans une biotech ou dans une boîte pharmaceutique basé en Californie, donc tu vois, je rentrais, je disais que que j'avais un poste chez Pfizer à San Francisco, et là LinkedIn t'ouvrait automatiquement tous les autres gars. Tu vois, cette fonctionnalité elle n'existe plus, mais à l'époque ça t'ouvrait le réseau de tous les gars qui avaient dit qu'ils bossaient également chez Pfizer à San Francisco. Et donc t'as fait du gros hacking avant que ça s'appelle du gros hacking.
Ouais, c'était un peu ça. Et donc, je me suis retrouvé à ajouter 4000, 5000 contacts de gars qui étaient en industrie pharmaceutique sur la côte ouest. Et une fois que c'était des contacts, ce que tu pouvais faire aussi à l'époque, c'était récupérer tous leurs emails. Oui. Donc, je me suis retrouvé avec une base mail de 5000 contacts de gars là-bas et j'ai juste envoyé un gros mailing en masse en leur disant je suis étudiant en pharmacie, pharmacien français et j'ai fait Trinity College à Dublin. Je vous propose de venir 3 mois gratuitement non rémunérés pour vous aider dans C'est ce que vous faites. génial. Et là, ouais, j'ai eu quelques retours, dont un gars dans une biotech à La Jolla, c'est le quartier universitaire de San Diego. Mmh. Donc c'était sur le campus de UCLA, non UCSD pardon, donc l'université de San Diego. Et je me suis retrouvé vraiment dans un univers ultra startup, ultra biotech, où t'avais un docteur qui venait de lever de l'argent. On essayait donc c'était de l'immunologie. Donc tu vois ça, il y avait quand même un gros background scientifique à avoir. Ça c'était 2008, c'est ça? Et là je suis en 202009, ouais. 2008-2009, ouais, c'est okay. L'année. Alors je sais plus, mais c'est 2008-2009 mais je me retrouve à essayer de trouver des remèdes contre la variole, donc smallpox virus en anglais. Et grosso modo, j'avais mes protocoles, j'étais à la paillasse. Mes protocoles, c'était assez hard parce que tu te retrouves avec tes souris, t'as 20 souris à sacrifier toutes les semaines pour essayer de faire tes expérimentations. C'est affreux. Donc super expérience, très bonne expérience parce qu'en autonomie totale, je vois vraiment la culture américaine biotech qui était en train d'exploser là-bas, mais je me dis ce job-là il est pas fait pour moi. Je reviens en France, ça m'avait fait kiffer, donc je fais deux choses. Je contacte TechCrunch France et je leur dis je suis encore étudiant parce que je finis les études, mais j'ai envie d'écrire gratuitement pour vous. Et donc, je me retrouve à être rédacteur sur TechCrunch France pendant 1 an et demi. Et j'organise un startup week-end à Montpellier. Startup week-end, c'était un week-end où tu réunissais, je sais pas si ça existe encore, mais tu réunis des étudiants ou des jeunes. Si, ça existe. Une envie d'entreprendre. Ça existe, bien sûr. Mais là, on était vraiment au tout début. Je crois que c'était le 3e ou 4e startup week-end français. Et je fais ça avec des co-organisateurs. Et c'est à ce moment-là que je rencontre mon associé Sabine, qui va devenir mon associé sur 1001 pharmacie. Elle finissait l'école de commerce de Toulouse. Moi, je lui dis, écoute, j'ai une idée, on va démocratiser la pharmacie en ligne. Est-ce que ça te chauffe? Elle me dit, écoute, je suis justement dans une boîte qui fait du e-commerce là sur Toulouse en stage. Je finis mes études dans 6 mois, donc à fond, je suis partante. Et tu vois, c'est vraiment sur cette rencontre que ça me met le pied à l'étrier. Ce qui aurait pu rester uniquement une idée, là, on est deux, et ça m'oblige à creuser le truc et à aller plus loin. Et en fait, c'était assez opportuniste. Mais t'as été bercé aussi, ton passage aux États-Unis, je pense que ça t'a ouvert les chakras aussi sur l'entrepreneuriat. Alors, t'avais déjà une appétence pour l'entrepreneuriat, mais le fait de se retrouver comme ça dans le cœur battant alors des biotech, d'une part, mais quand même de l'entrepreneuriat un peu techno et voilà. Et à cette époque-là, à ce moment-là, c'est la deuxième explosion d'internet et du business sur internet, vraiment. Donc tu reviens, t'es à 3000%. Ouais. Moi, j'ai pas trop vu ça internet quand j'étais aux États-Unis. J'ai vraiment vu le côté biotech. Tu vois, il y avait plein de petits laboratoires qui se développaient ou des boîtes de services qui allaient se développer et qui étaient en train d'exploser dans la biotech. Et ce que j'ai vu, c'est surtout une mentalité très tournée vers l'entrepreneuriat. Où en France, si tu veux, t'as des centres de recherche qui sont souvent dans les universités et t'as les professeurs et les chercheurs qui sont financés par la fac, c'est un peu tout rose, tout va bien. Alors qu'aux États-Unis, t'as des grands centres de recherche, mais c'est toi qui loues ta paillasse. Donc en fait, c'est un professeur qui doit aller pitcher tous les 6 mois pour récupérer de l'argent auprès de donateurs ou auprès d'investisseurs, qui doit avoir fait tant de publications dans des papiers importants scientifiques pour avoir son argent, qui après revient et loue son espace de travail, ses machines auprès de la fac, qui va constituer son équipe, qui va rémunérer. Donc, si tu veux, même au niveau de la recherche, c'est un mode de fonctionnement qui est très entrepreneurial. Et donc ça, c'était assez cool parce que tu vois, même le chercheur, il est incentivé en termes de business. C'est que lui, son objectif, c'était de trouver une innovation un peu breakthrough, donc un peu de rupture, pour ensuite aller la commercialiser ou la revendre sous forme
de licence auprès d'un gros laboratoire pharmaceutique. Même le chercheur est un entrepreneur et son job c'est de trouver une innovation, de trouver une nouvelle molécule, de trouver une nouvelle enzyme pour ensuite aller la revendre. Donc c'est ce côté-là qui était ultra stimulant. Parce que tu calcules ton temps quand tu mets un protocole en place qui te coûte 2-3 000 $ à lancer sur la semaine. Bon tu y réfléchis à deux fois parce qu'il faut que ça t'apporte quelque chose si tu fais ça. Donc il y a ce côté très héroïste des choses qui est aussi intéressant et que tu retrouves, j'imagine, un peu moins en France. Donc te voilà à l'issue du Startup Weekend. T'as monté le Startup Weekend, t'écris pour TechCrunch et t'as trouvé une cofondatrice. Voilà, en fait, en 2010, je me dis bon, je suis revenu en France, je veux créer une boîte, qu'est-ce que je fais? Et là, je me dis, je suis quand même pharmacien. La pharmacie, c'est pas ce qui me botte le plus, mais si je veux être crédible à 23 ans, il faut que ça reste quand même dans le domaine pour lequel j'ai des études. Ouais. Et donc, en 2010, il y a Roselyne Bachelot qui dit la vente de médicaments sur Internet, ça va arriver. L'Union européenne nous impose de légiférer en droit français, un droit qui est européen. Donc les médicaments sur Internet, c'est une évidence, c'est juste une question de temps maintenant pour qu'on transpose le droit européen au droit français. Okay. Et là, je me dis, il va y avoir une ouverture de marché. J'avais vu à l'époque Direct Energy qui avait très bien géré ça sur l'ouverture du marché de l'électricité. Oui. Et mon postulat, c'est de dire, il va y avoir un acteur énorme qui va prendre tout le marché français. Il faut que je me positionne maintenant en avance de face. Et donc, tu vois, ça, c'est ce que je pitch à Sabine. Et on part là-dessus. Moi, en parallèle, il fallait que je finisse mes études de pharmacie. Donc, je fais un master en économie-finance sur la fac de Montpellier. D'accord. Que je compléterai un peu plus tard sur une formation HEC complémentaire là-dessus. J'y reviendrai parce que là, on fait un saut en 2017. D'accord. Mais je me retrouve, fin des études avec un doctorat en pharmacie. D'ailleurs, ma thèse, c'est la vente en ligne de médicaments. Okay. Et un master en économie-finance sur l'université de Montpellier. T'es bien armé, quoi. T'es bien armé pour partir. Et je suis bien armé et là, je sais pas qui aller voir. Donc, mon premier réflexe, ça a été de taper à toutes les portes. Donc, on va voir la CCI de Montpellier, on va voir des incubateurs, des pépinières d'entreprises. C'était un peu le début de la mode des incubateurs. Et là, c'est pareil, c'est une nouvelle rencontre. Je rencontre Pierre Alzingre, qui est un directeur de pépinière, alors une petite pépinière d'entreprise, qui me dit écoute, je suis pas convaincu du projet, mais je suis sûr que en tout cas toi t'as vraiment la volonté de faire quelque chose, donc viens, si tu veux, je t'offre un bureau pendant 6 mois et tu bosses pendant 6 mois et on va voir ce que ça va donner. Génial. Et après c'est toujours des rencontres quand tu montes un business. Finalement l'intention précède la réalisation et ce qui se passe c'est que tu vois, on n'avait pas d'argent. Sabine et moi, on sortait des études. On a fait un petit prêt étudiant qu'on a mis dans la boîte, mais on savait pas par quelle boule prendre. Et donc là, ce qu'il nous faisait faire dans la pépinière, c'était surtout écrivez-nous un BP chiffré de 30 pages pour nous décrire exactement ce qu'est Mille et une pharmacie, comment vous allez développer Mille et une pharmacie. Truc qui aujourd'hui, je le déconseillerais à quiconque de faire ça parce que c'était juste une perte de temps. Mais ils ont juste vu une chose, c'est que écrire 30 pages ou 40 pages sur quel va être ton business dans les trois prochaines années, faire un BP chiffré pour avoir quelques prédictions, ça j'y vois du sens, mais écrire 40 pages pour te dire on va faire ci, ça, en fait ça va tellement vite en startup, ça change tellement vite que nous on l'a jamais repris notre BP de 40 pages écrit. Tu fais un exact summary d'une page pour dire où tu veux aller, mais ça te suffit amplement. Mais la chose c'est que tous les matins on était là, les week-ends on était là et ils se sont dit en fait ils sont vraiment motivés. Donc un jour t'as un journaliste du Midi Libre qui passe dans la pépinière d'entreprise pour parler d'initiative et il dit à Pierre écoute je cherche une boîte pour faire un papier, t'as pas quelqu'un à me présenter? Et là il dit regarde il y a Cédric, ça fait 4 mois qu'il est là tous les jours et qui bosse sur un projet de pharmacie en ligne, tu pourrais écrire sur lui. Et là, c'est mon premier article. Il y a Cédric, dans le Midi Libre, une pleine page, Cédric O'Neill, étudiant et déjà entrepreneur. Et voilà, c'était sympa pour l'ego, mais tu vois, moi je pensais que ça allait s'arrêter là. Et l'ironie du truc, c'est que le journaliste, il s'y est pas trompé non plus. C'est-à-dire que il sait aussi que c'est un sujet un peu chaud. C'est-à-dire que en gros, tu viens quand même bousculer
disrupter, comme on dit, un métier historique, traditionnel. Il sait que il sait que ça va créer de la polémique, du débat, tu vois. Ouais. Non, il s'y est pas trompé. Non, il y avait vraiment un sujet autour de la disruption de la pharmacie, notamment via Internet. On était en 2011 quand le journal y sort. Donc non, c'était top, mais c'était surtout axé sur moi et le fait que dès la sortie de mes études, je crée une boîte. Ouais. Et ce qui a été assez sympa, c'est que 3 jours plus tard, j'ai une personne qui m'appelle, tu vois, un papy de 82 ans, et qui me dit, voilà, j'ai revendu ma boîte il y a pas longtemps, j'ai un peu d'argent à investir, je suis tombé sur un article de vous dans le Midi Libre, j'ai acheté Les Échos, je suis tombé sur un article de Jacques-Antoine Grandjean et de sa réussite avec vente privée. Bon, bah je me dis que si miner une pharmacie, ça devient vente privée, j'aurais pas trop fait une mauvaise affaire, donc je vous propose d'investir 50 000 € dans votre boîte. Et comme ça, sur une lecture d'article, et le gars, il a 82 ans. Et je lui dis, bah, génial, feu, on n'avait pas encore créé la société, bah, on crée la société et vous mettez 50 000 €. Ah ouais. Et en fait, c'est ce qui nous a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier. Alors, je peux te poser une question, Cédric. Alors, tu n'étais pas obligé de me répondre, mais ouais. Justement, vous avez pas énormément de fonds. Vous allez créer une société. Tu as un apport en gros de 50 000 €. Comment tu fais pour que ces 50 000 € représentent pas 90% de ton capital au moment de la création? C'est quoi le truc que tu mets en place? Ouais, alors Sabine et moi, on avait fait un prêt étudiant de 20 000 € chacun pour les mettre dans la boîte. D'accord. Donc tu vois, on avait 40 000 € de capital initial. On avait gagné 1 ou 2 concours, donc ça nous rajoutait 10 000 €. Donc on avait à peu près 50 000 € de capital de départ. D'accord. Et en fait, la discussion, elle a été très simple. Je lui ai dit, écoute, moi, tu mets 50 000 € dans ma boîte, je suis prêt à te donner 10%. Et il m'a dit, ok. Donc ça a été aussi simple que ça. Et je lui ai dit, bah tu mets 50 000, je te donne 10% de la boîte. Et il m'a dit, ça me va. Okay. Ça a pris 3 secondes. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de négociation. Il me dit, bah moi j'y connais rien. Ouais, 500 000 €, ça les vaut pas aujourd'hui, mais en effet, si tu deviens très gros, pourquoi pas. Et donc, tu vois, moi ça m'allait assez bien. Je connaissais rien à ces questions de valorisation de boîte, et il m'a dit ok. Donc il n'y a pas eu il prend 90% de la boîte. Non, ça a été assez clair. Non, mais c'est un bon deal. C'est un bon deal. Ouais. C'est un fair deal. Voilà, parti avec ça. Un fair deal, ouais, exactement. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, mais je suis très content parce que c'est celui qui a gagné le plus d'argent en termes de ratio, en termes de. Donc c'était super, une super histoire pour lui, une super aventure, top. Ouais, juste en aparté, il fait un x7. Il fait un x7 et il sort assez tôt dans la vie de la boîte. Tu vois, il est resté 4 ans, il a fait x7, il avait 86 ans, et ça lui a permis de se faire plaisir. Ouais, tu m'imagines. avant ce qui doit arriver. Et donc on part avec 100 000 € et on se trouve une agence et on lui fait faire le développement du site internet. Et c'est là que commence. Tu voulais pas internaliser ça. Tu voulais pas recruter un gars ou deux. Ouais. Ben tu vois, initialement on n'avait pas d'expertise par rapport à ça et on s'est dit c'est mieux si on a une agence qui a déjà une certaine expertise pour avoir déjà un site internet qui tient la route. Ok. Et notre modèle, c'était d'être une marketplace. Donc Mille et une pharmacie, c'est une marketplace qui met en relation les pharmaciens et les internautes. Donc nous, on n'avait pas de stock. Ce modèle marketplace, t'avais rien sur le marché en 2011. T'avais pas des miracles en marque blanche. T'avais pas des Magento avec des modules tout faits de marketplace sur étagère. Et donc, il fallait vraiment que on reparte de la base et qu'on crée tout from scratch. On s'est dit, si on commence à recruter tout de suite, à créer une équipe technique, ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément. Donc là-dessus, on prend une agence. On travaille avec une agence qui va nous planter, qui va faire faillite en cours. Et donc après, finalement, on finit par internaliser toutes ces compétences et à développer nous-mêmes le site internet en interne. Ah oui. On perd un an. Tu vois, on a commencé, on crée la société en novembre 2011. On lance le site en novembre 2012, ce qui nous a paru être une éternité. Peu de vélocité. Tu m'étonnes.
Mais ce qui est génial, c'est que en novembre 2012, on doit avoir 5 pharmacies partenaires qui vendent déjà leurs produits sur notre plateforme, avec un catalogue peut-être de 2000 ou 3000 références. Et dans le même temps... Mais tu les as trouvées comment, ces pharmacies? Ça, c'était un gros job de ma part, où un des premiers investissements, ça a été une voiture de fonction, et pendant 2 ans, j'ai sillonné la France entière, en long, en large, en travers, pour aller recruter. On est arrivé, on avait 1000 pharmacies partenaires au plus haut, et ça a été vraiment un boulot de fourmi. Des fois, je partais une semaine, 2 semaines seul dans une ville pour aller recruter et faire du porte-à-porte dans toutes les pharmacies de France. Non, mais ce qui est incroyable, c'est le timing. On lance en 2012, et 2 semaines plus tard, il y a tous les médias qui disent ça y est, la législation est en train de changer. Il faut le médicament va être autorisé d'ici le 1er janvier 2013 à être vendu sur Internet. On parlait uniquement des médicaments OTC, donc c'est médicaments sans ordonnance, over the counter. Donc tout ce qui est sans ordonnance, donc tout ce qui va être ton Doliprane, ibuprofène, sirop pour la toux. Mais ça représente quand même 2 milliards de marché. Et surtout, c'était déjà un premier pied dans la vente de médicaments sur Internet. En termes de timing sur le go-to-market... Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Et c'est ce qui a fait, si tu veux, on s'est fait vraiment propulser par le marché, parce que tout le monde a commencé à parler de vente en ligne de médicaments. Et moi, je dis à Sabine, écoute, là, s'il y a un budget marketing qu'il faut mettre en place, c'est sur une agence de PR. Il nous faut un gars qui est bon. Je connais Gilles Das. Gilles Das, il arrêtait pas de me harceler pour que je parle de ses boîtes quand j'étais rédacteur chez TechCrunch. Il arrivait toujours à me faire écrire un article sur ces startups parce qu'il me relançait 10 fois. Écoute, on appelle Gilles Das, on va voir ce qu'il peut faire pour nous. Et tout de suite, il m'a dit, écoute, je suis chaud. Et là, tous les journalistes qui parlaient de vente de médicaments sur Internet, on les a fait parler de 1001 Pharmacy comme étant le premier site Internet qui permettait la vente de médicaments sur Internet. Ben oui. Et donc, ce qui a été super intéressant, c'est qu'en l'espace de 6 mois, tout le monde nous a identifiés comme le leader, comme le pionnier. Et c'était incroyable. Ça devenait même donc, t'avais pas de problème de référencement de ton site? Ah non, mais c'est ce qui nous a fait exploser, c'est que là, d'un coup, j'ai eu toutes les chaînes de télévision qui sont venues dans nos bureaux à Lunel, à côté de Montpellier. Je me suis retrouvé, on a fait tous les articles sur Le Monde, Le Figaro, Les Échos, mais c'est allé plus loin. C'est que un jour, on m'appelle, est-ce que vous pouvez venir demain soir faire un plateau du Grand Journal avec Michel Denisot et Roselyne Bachelot en prime time. Il y aura 6 millions de téléspectateurs Génial. En direct. Ah non, c'est le truc incroyable. Je me suis retrouvé petit moment de tension quand même, non? petit moment de tension. J'ai 24 ans à ce moment-là, donc le truc génial. Bon, tu te retrouves avec 15 secondes de temps de parole sur 40 minutes d'émission, mais ça parle quand même de 1001 Pharmacy. Comment psychologiquement tu te prépares à ça? La chance que j'avais, c'est que j'avais au moins déjà 10 chaînes de télévision qui étaient venues nous interviewer dans nos bureaux. Donc déjà tu commences un peu à avoir l'habitude. En plus c'est assez rapproché dans le timing. Je suis pas forcément stressé par rapport à ça. Et mon leitmotiv, c'était juste de faire passer un seul message. Quitte à répéter 5 fois la même chose, je me disais, de toute manière, il faut juste que les gens y retiennent que c'est 1001pharmacie.com égale vente en ligne de médicaments. Ouais. Tu le répètes 5 fois, tu t'en fous. De toute manière, les gens, ils vont pas te juger. Il faut juste qu'ils aient retenu ça et tu t'égares pas dans des détails futiles. Donc, tu vois, c'était assez simple. Ouais, c'est bien, c'est smart. Et donc, mon message, j'ai eu 15 secondes de temps de parole, ça a été, bonjour, je suis le fondateur de 1001pharmacie.com. On révolutionne la vente de médicaments sur Internet. Et fin. Et de toute manière, ils m'ont pas donné plus de temps de parole, donc j'avais fait passer mon message, j'étais content. Et là-dessus, comme on a eu des parutions presse, on fait une levée de fonds assez facile en l'espace de 2 mois avec des business angels. Ok. Et c'est là que ça se complique. Parce que il y a ce qui est annoncé dans la presse, avec notamment un gouvernement qui fait pas mal d'effets d'annonce et la réalité du terrain. On n'a jamais vendu de médicaments sur Internet. Parce que la législation met 1 an pour arriver entre les arrêtés et les décrets. Parce que finalement, tu as tous les pharmaciens qui sont montés au créneau avec un ordre des pharmaciens très très structuré.
qui s'y sont opposés fermement et donc qui ont mis des critères et des barrières à tous les acteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, t'as quasiment aucun site qui vend du médicament sur Internet, et ceux qui en vendent, c'est marginal. Ça représente rien du tout en termes de volume. Donc ça a été beaucoup de communication pour finalement, en termes de business, rien vraiment nous apporter. Mais tu vendais quoi, comme tu l'as dit. Et donc rapidement, on s'est focalisé uniquement sur tout ce qui était non médicamenteux, donc tout ce qui est parapharmacie, tout ce qui va être matériel médical, tout ce qui va être produits vétérinaires. Et le deuil a été un peu long. C'est ce qui a été compliqué aussi avec nos actionnaires, parce que tu vois, tous les actionnaires sont rentrés pour voir une boîte qui vendait du médicament. Et finalement, on a dû leur expliquer au bout d'un moment, écoutez, arrêtons de nous focaliser là-dessus parce qu'en fait, peut-être que ça arrivera jamais. Mais on avait fait tellement de communication que le référencement naturel a explosé. Oui. On était partout. Et on s'est retrouvé à la fin à faire 1 million de visiteurs uniques sur le site tous les mois, uniquement sur du référencement naturel. Donc en 2015, on a arrêté les budgets marketing. On faisait 1 million d'euros de volume, donc de vente tous les mois sur le site, juste en référencement naturel, sans budget marketing. Ouais, c'est gigatonique. C'est gigatonique, ouais. Et surtout c'est assez exceptionnel en l'espace de 2 ans, quoi. Avec des acteurs qui étaient déjà en place et on est passé vraiment devant. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous a permis quand même d'avoir une croissance exponentielle. Tu vois, la première année on fait 1 million de ventes, la deuxième on en fait 5, la troisième on en fait 15 et la troisième année quand on fait 15 millions, on fait une levée de fonds de 8 millions d'euros avec des fonds d'investissement qui arrivaient un peu tard. Dans le sens où les fonds d'investissement voulaient pas nous voir au début parce que c'était un business ultra réglementé, très sclérosé par une profession il y avait du risque. Tu vois, on a pris 5 procès, un procès avec l'ordre des pharmaciens qu'on a perdu justement sur la vente des médicaments, pas mal de procès avec des laboratoires pharmaceutiques, des laboratoires cosmétiques qui voulaient nous interdire de vendre des produits parce que en fait si leurs produits étaient retrouvés sur Mille et une pharmacie qui est une marketplace, rien n'empêchait que leurs produits soient retrouvés sur Amazon. Oui. Donc là c'est parti assez loin, c'est parti jusqu'au Conseil juridique européen qui finalement a tranché en faveur de cette distribution sélective et de ces acteurs qui maintenant ont le droit de refuser certaines plateformes de vendre leurs produits. Faut dire aussi que pour certaines marques de cosmétiques, c'est un choix marketing que de se dire je veux être présent en pharmacie et éventuellement que en pharmacie parce que derrière ça m'amène une image que je veux alimenter. C'est là-dessus qu'ils ont joué. En fait, si tu veux, jusqu'à présent, tu avais une loi qui disait si vous autorisez un distributeur à vendre vos produits, vous avez le droit de lui imposer des critères, mais à partir du moment où il vend vos produits en boutique physique, vous n'avez pas le droit de lui interdire de vendre sur Internet. D'accord. Donc, s'il a un agrément pour vendre en physique, il doit avoir le même agrément pour vendre en ligne. Mais sauf que c'était pour le luxe dangereux parce que potentiellement ces acteurs qui avaient des autorisations pour vendre en physique allaient se retrouver à pouvoir vendre les mêmes produits sur Amazon. Ouais. Et donc c'est là qu'il y a eu vraiment une bataille juridique et c'est la raison pour laquelle les investisseurs institutionnels, donc les fonds d'investissement, ont mis un peu de temps à regarder Mille et une pharmacie malgré la courbe de croissance. Parce que tu avais ce risque réglementaire qui faisait assez peur. Et puis si tu te prends des procès, t'es gentil, mais je vais peut-être pas. Enfin, je regarde à 2 fois avant d'investir chez toi. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, et on n'avait pas non plus la taille d'Uber ou la taille d'Airbnb, c'est-à-dire que Airbnb peut prendre des procès. Je continue d'investir chez eux parce que maintenant ils ont une telle taille et une telle notoriété que voilà, on était encore assez jeunes. Et ce qui se passe, c'est que donc on fait une très belle levée de fonds de 8 millions d'euros en 2015. Mais on avait fait beaucoup de tours de table au préalable avec des business angels. Et donc, quand moi je fais ce tour de table, à la fin, il me reste 8% de la boîte. D'accord. 8% de la boîte, ce qui est vraiment pas beaucoup. Non. Et donc, avec mon associé, tu vois, on s'est posé la question de ce qu'on voulait faire. Est-ce que vraiment on veut faire une boîte qui va enchaîner les tours de table successifs, quitte à se diluer et à avoir plus que 2-3% à la fin de l'aventure, ou est-ce que maintenant qu'on a réussi à constituer cette communauté, ce référencement naturel et qu'on est rentable, parce que tu vois on était arrivé sur un point de rentabilité, est-ce qu'on serait pas plutôt dans de la croissance pérenne où on va justement construire non plus une start-up mais plus quelque chose qui va ressembler pour certains à une PME
où la croissance est moins importante, on va peut-être pas faire x2 tous les ans, mais au moins on a quelque chose de périn, ça nous évite de repartir en levée de fonds successifs. Et tu vois, à ce moment-là, il y a eu vraiment un point d'achoppement avec les fonds qui venaient de rentrer, parce que c'était pas du tout leur logique économique. Ah bah. Ouais, eux, ils veulent un effet de levier à 3 ou 5 ans, hein. Voilà, eux étaient là pour faire la boîte la plus grosse possible, le plus rapidement possible, mais d'un autre côté, ils avaient pas non plus envie de nous relouer au capital. Donc en fait, les intérêts étaient pas du tout alignés, et finalement, on a pris la décision qui était un peu une décision au forceps de revendre la boîte, et la boîte a été revendue à un concurrent belge qui est coté en bourse. Donc d'ailleurs, après pour le fond c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que il est rentré et il ressort avec une plus-value, je suppose, alors pas forcément une très grosse, mais non, bah tu vois, c'est là où il y a eu un peu de déception, c'est que en plus les chiffres ils sont publics, vu que c'est une boîte cotée en bourse, c'est que le fonds récupère à peine ses billes, il récupère tout son argent, mais le fonds fait pas une grosse plus-value, et c'est dommage pour tout le monde. C'est même nous en tant qu'entrepreneurs, tu vois, j'ai pas été sécurisé sur les prochaines générations avec cette session. Ce qui est bien parce que ça m'a donné. Tu dois continuer à bosser, mon gars. Voilà, non mais c'est pas mal. Au moins, tu vois, j'ai pas pris ma retraite à 30 ans, ça me donne envie de repartir dans une nouvelle aventure. Mais en fait, ça c'est quoi les 2-3 apprentissages, Cédric, de cette partie-là de ta vie? J'ai des super apprentissages. On a recruté que des équipes juniors, et sur la learning curve, donc sur la courbe d'apprentissage, pour beaucoup de personnes, c'est pas allé assez vite. Je pense qu'à un moment donné, on était 40 dans la boîte, 40-45, j'ai plus les chiffres. On aurait pu faire la même chose à 25. Tu prends 25 gars expérimentés, ils faisaient le même boulot, voire mieux. Donc tu vois, maintenant avec Brix, je prends que des C-level, des gars très bons qui ont 10-15 ans d'expérience, et en fait un mec qui a 15 ans d'expérience, qu'il a déjà fait 5 fois, et ça dépote. Il prend des choix, ça dépote parce qu'en fait il a tellement fait de fois que c'est juste logique, et t'as moins d'erreurs aussi, t'as moins d'erreurs qui te coûtent d'argent, ou t'as pas ces allers-retours ou test and learn, je teste un truc, ah ben mince, ça marche pas, il faut que je revienne en arrière. Donc voilà, premier apprentissage, c'est prendre des juniors, mais à partir du moment où t'as les seniors qui sont là pour les encadrer. Mais quand t'as 25 ans, je pense qu'il y a un biais qui pour avoir une certaine crédibilité et une certaine respectabilité, t'as tendance à prendre des plus juniors que toi. Donc j'aurais tendance à dire toujours s'entourer de gens meilleurs. Donc, tu vois, ça c'est pas nouveau, hein, il y en a beaucoup qui le disent. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais essayer de prendre des investisseurs qui fit en termes de mindset, en termes de culture, on était toujours un peu en insécurité sur le fait, est-ce qu'on va réussir à faire notre nouvelle levée de fonds, ou est-ce qu'on va fermer la boîte dans certains moments, alors qu'on avait de la super traction, mais encore une fois, parce qu'on était dans un secteur ultra réglementé, c'était dur de convaincre. Et donc, on a toujours privilégié l'argent à l'adéquation avec nos investisseurs. Et tu vois, en fait, on aurait pu l'éviter, ce tiraillement qui s'est passé post-levée de fonds, en sélectionnant tout de suite des investisseurs qui étaient alignés avec ce qu'on voulait faire. Soit parce que les investisseurs nous auraient relevé au capital et auraient dit, non, il faut que t'aies 20, il faut que t'aies 30% de la boîte pour rester incentivé. Ou sinon, on aurait trouvé des investisseurs qui nous auraient dit, ok, moi, ça me va bien de faire une PME et on va la faire ensemble. Et enfin, la culture, tu vois, j'ai bossé avec une boîte qui s'appelle Fly the Nest, Cédric Marot, qui sont ultra axés sur développer une culture. Alors en 2015, c'était un peu pour les fumeurs de joint, la culture, tu vois, ça faisait rigoler tout le monde. Non mais le mec il veut nous mettre de la culture, juste, tu vois, les investisseurs, quand je leur disais on va se focaliser sur la culture, ils me disaient non mais focalise-toi sur les chiffres, focalise-toi sur l'exécution, on verra la culture après. Et maintenant, ça y est, les gens ont compris, que ça soit entrepreneurs, investisseurs, qu'en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que si les gens, ils ont pas le cadre avec une vision claire, mais surtout avec des valeurs claires sur ce que je peux faire, je peux ne pas faire, dans quelle direction je dois aller au niveau de la boîte, en fait, ça permet de vraiment donner de l'autonomie, et que chaque employé, dans chacune de ces décisions qu'il va prendre, il la renvoie à ce cadre-là, qui est un cadre de culture, un cadre de vision. Et on a fait ce boulot-là en 2015, et ça a été super intéressant, parce que tu vois, t'as 8 personnes qui, de manière volontaire, partent de la boîte en 2015, en nous disant,
bah écoute, Cédric, si ça te dérange pas, je vais prendre une rupture conventionnelle parce que en fait, je me retrouve pas dans la culture qu'on vient de définir ensemble. Et écoute, je suis plus en adéquation avec la boîte. Et ce qui était génial, parce que en fait, on s'est retrouvé avec un noyau dur de personnes qui étaient 2 fois plus dynamiques une fois cet épisode passé là. Ouais, qui eux parce étaient que elles étaient complètement en phase et à fond dans la boîte, et t'avais plus ces éléments qui étaient derrière à freiner. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 3 enseignements. Pas recruter des juniors tout de suite. Il en faut des juniors, hein, mais plutôt quand t'as déjà ta couche de seniorité. Mettre tout de suite en place de la culture et des guidelines pour que les gens ils sachent dans quelle direction aller. Et enfin, si tu dois faire rentrer des investisseurs, qu'il y ait un fit et que vous soyez aussi alignés, parce que les investisseurs ils sont là pour minimum 10 ans avec toi. C'est ceux qui vont rester le plus longtemps dans la boîte avec toi. Donc autant être alignés dès le début. Et après, alors, on va passer justement à l'étape d'après. Et j'en profite. Alors, j'aurais peut-être dû le faire en intro, mais pour remercier Vivien Fauve, parce qu'on a déjeuné ensemble et il m'a dit regarde ce mec, regarde sa boîte, regarde son projet. Alors Vivien, c'est un entrepreneur aussi. Hein, voilà. Et je tombe sur Brix.co et je me dis la vache. C'est super intelligent, ça a l'air génial. Et en quelques secondes, je me connecte à toi via LinkedIn et nous voilà aujourd'hui. Donc merci Vivien d'une part. Et là, Cédric, va falloir que tu m'expliques comment t'es venue cette idée, parce que t'as baigné dans la pharmacie quand même depuis tout petit, on va dire ça comme ça. Et là, tu changes d'industrie. Alors on reste sur Internet, etc. Enfin, le digital reste un des médias. Enfin voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Brix et comment t'en es venu à cette idée? Oui. Alors, ce qui est assez marrant de voir, c'est que en fait l'immobilier c'est assez génial parce que ça c'est mon point de vue, hein, mais je pense que c'est le point de vue de beaucoup de personnes. Ça va permettre en fait à des personnes qui n'ont pas forcément des gros moyens de s'émanciper et d'accéder à des revenus ou en tout cas à un patrimoine qu'ils n'auraient jamais pu créer. En fait, l'immobilier, ce qui est beau, c'est que tu peux le financer avec de la dette quasi à 100% dans notre pays. Et donc, tu as toute une classe moyenne, voire en dessous de la classe moyenne, tu vois, des petits salaires SMIC jusqu'à 1500 euros par mois, qui sont capables de faire de l'immobilier et qui sont capables de se dire je vais créer du patrimoine et au moins je vais constituer une retraite, je vais me payer certains projets dont j'ai toujours rêvé, peut-être un camping-car quand je serai un peu plus vieux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu viens de classe modeste, tu ne regardes que par l'immobilier parce que c'est le seul truc qui est vraiment accessible. Tu vois, t'as l'entrepreneuriat, mais qui te demande quand même d'avoir certaines compétences. Créer sa boîte, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de t'émanciper et de t'élever dans la société. Mais si t'as pas cette capacité de créer ta boîte, il y a que l'immobilier qui te permet de faire ça. Et ce qui fait que quand tu viens de milieu modeste, tu regardes toujours en ligne de vue l'immobilier. Et donc moi dans ma famille ça a toujours parlé d'immobilier et on s'est toujours orienté plus ou moins vers l'immobilier. J'ai un grand frère qui est promoteur immobilier dans les Antilles, ma sœur elle est architecte, j'ai un frère qui a une formation d'électricien. Grosso modo ça a toujours parlé de rénovation, acquisition, découpe et ça fait 15 ans que je baigne là-dedans. Et tu vois ça c'est un apprentissage que j'ai appris aussi sur Mille et une pharmacie et d'ailleurs que j'ai pas respecté. Très tôt chez Mille et une pharmacie, comme la boîte, elle était en phase de décollage, on s'est pas versé des gros salaires avec mon associé. D'ailleurs, on a toujours été parmi les employés les moins bien payés dans la boîte, hein, jusqu'à la levée de série A. Et donc, je me suis dit assez rapidement, je sais pas comment ça va se développer, Mille et une pharmacie, mais je vais sécuriser mes arrières en faisant un peu d'investissement immobilier à côté. Et d'ailleurs, ça c'est un enseignement, c'est que dans une boîte, si tu veux qu'elle réussisse, il faut que tu sois focus, il faut que tu sois à 100% sur ta boîte. J'ai été souvent défocalisé, soit par l'immobilier, soit par d'autres opportunités. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment d'être en risque et d'être pas assez payé. Donc je le dis aux entrepreneurs et je le dis aux investisseurs, il faut vraiment sécuriser l'entrepreneur, que l'entrepreneur se sente assez confort dans son quotidien et dans son train de vie pour pas qu'il ait envie d'aller faire de l'immobilier à côté, d'aller faire une conférence parce que il va être rémunéré 500 euros la journée pour faire sa conférence. Voilà, il faut vraiment le mettre dans une zone de confort. Alors je dis pas le ultra payé, mais
Tu vois, au début, on était payé 1500 € par mois sur Mille et une pharmacies. Bon, c'était pas assez. C'était pas assez pour en tout cas se mettre dans une zone de confort et c'était pas lourd pour qu'on soit dédié au projet. Et ça a duré quand même assez longtemps, peut-être 3 ans sur la vie du projet. Donc j'ai toujours fait de l'immobilier sur le côté, et ce qui fait que quand j'ai quitté Mille et une pharmacies, naturellement j'ai regardé ce qui se faisait en termes de start-up au niveau immobilier. Ouais. Et j'ai commencé aussi à monter, à faire quelques projets de mon côté immobilier en perso, puis avec de la famille. Mmh. Et en fait, il y a toujours la même chose qui revient sur le marché, c'est que tu peux être le plus intelligent, tu peux être le plus doué, si t'as pas des fonds propres, t'es toujours limité. Tu peux avoir les meilleures opportunités, tu vois, tu peux te dire, je suis capable de sourcer des immeubles qui sortent du 10%, du 15% de rendement à l'année, c'est ultra rentable, il y a zéro risque pour la banque. Quoi qu'il se passe, la banque, elle te tiendra toujours au bout d'un moment. Écoutez, monsieur, vous avez trop d'encours, vous êtes au-delà de votre capacité d'endettement, on arrête de vous suivre. Peu importe la qualité du projet. Et donc, à chaque fois, le point bloquant, c'est vraiment le financement. Ça, c'était ça, c'était mon premier apprentissage. Et d'ailleurs, c'est l'apprentissage de tout le monde, hein. Je fais quelques apéros avec des gars qui investissent dans l'immobilier, et finalement, c'est le point qui revient tout le temps, hein. Comment on fait pour justement aller au-delà de cette capacité d'endettement qui est ultra limitante, et comment on fait pour avoir plus de dettes, parce que c'est grâce à la dette dans l'immobilier que tu vas t'enrichir. Grosso modo, pour essayer de vulgariser la chose pour ceux qui comprennent pas ce concept. Aujourd'hui, en France, tu peux être full endettement, c'est-à-dire que tu peux amener uniquement tes frais de notaire, voire des fois sur des acquisitions, tes frais de notaire sont payés par la banque. Donc ça veut dire que tu fais travailler l'argent de la banque, et si tu as fait un bon coup, une bonne opération, c'est les loyers que tu vas percevoir sur ton bien immobilier qui vont rembourser intégralement l'emprunt que tu as contracté. Et donc en fait, toi, tu as acheté sans apporter d'argent un immeuble qui est intégralement financé par les loyers. Les opérations comme ça, c'est assez dur à faire dans les grandes agglomérations, mais dès que tu sors un peu des grandes villes, t'en as tous les jours. Et donc cette capacité de faire financer des biens qui s'auto-paient grâce au loyer, elle est toujours limitée parce que la banque va dire je vais te prêter à la condition qu'on dépasse pas un certain taux d'endettement. Donc comment c'est calculé? On prend ton salaire net, schématiquement, on va prendre ton salaire net, donc tu gagnes 2000 € par mois. On va te dire, je prends 35% de capacité d'endettement max, donc 35% de 2000 €, ce qui fait à peu près 700 €, et je vais te prêter. En fait, les échéances mensuelles de crédit ne doivent pas dépasser ces 700 €. Donc 700 € sur 25 ans, ça fait à peu près une capacité d'endettement de 160 000 €. Donc aujourd'hui, une personne qui gagne 2000 € net par mois et qui est seule ne peut pas emprunter plus que 160 000 €. Donc elle va être limitée à 160 000 €. 160 000 €, c'est à Montpellier, c'est un appartement. Donc tu peux maximum acheter un appartement et t'es limité. Mais pourtant, la personne qui a acheté son premier appartement, qui a fait une bonne opération, qui le met en location et qui a le truc intégralement remboursé par les loyers, elle se dit rapidement, en fait, je pourrais le faire 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois. Et la banque te permet pas de le faire. Donc on en revient toujours à la même problématique. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, j'ai vu un mouvement sur la crise Covid qui s'est amplifié, qui est lié à la précarisation de notre économie. Là, t'as de plus en plus de personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui vont être chauffeurs Uber, chauffeurs Deliveroo, qui n'ont pas de CDI. Les entrepreneurs indépendants. Les entrepreneurs indépendants, ils n'ont pas de CDI. Donc, quand ils vont vouloir faire une acquisition, la banque va gentiment leur dire, vous avez pas de CDI, revenez nous voir dans 3-4 ans quand il y aura une certaine antériorité sur votre business pour nous prouver qu'il y a des revenus récurrents. Et pourtant, certains autres entrepreneurs gagnent très très bien leur vie. Toute cette frange de la population qui n'a plus accès au crédit immobilier, c'est quand même 35% de la population en France, se sont orientés vers des plateformes de trading de crypto-monnaies, vers des plateformes comme Robinhood sur du trading de stock, donc d'actions en bourse, qui facilitent vraiment l'achat. eToro, l'achat et la revente d'actions. Et beaucoup ont perdu leur chemise. Donc ils se disent, en fait, l'épargne ne rapporte plus rien parce qu'un livret A me rapporte pas d'argent. Je peux pas l'investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Je vais l'investir en bourse. Sauf que quand on n'est pas un professionnel de la bourse, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut en perdre beaucoup très rapidement. Et donc, tu vois, je me suis dit, pourquoi finalement il n'y a pas ces plateformes-là qui démocratisent l'investissement immobilier et qui te permettent en un clic d'investir dans un immeuble.
d'investir dans une propriété, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde. Mmh. T'as bien des SCPI qui te permettent de le faire, hein, d'investir sur de la pierre papier. Ouais. Mais les SCPI, c'est des fonds d'investissement. Une SCPI, tu vas investir 1000 euros dans la SCPI, tu donnes 1000 euros au gestionnaire qui va investir ton argent, basé sur sa propre gestion, hein, qui va t'expliquer qu'il va investir dans des locaux commerciaux en Europe, peut-être majoritairement en Allemagne parce que c'est sous-coté en Allemagne, mais t'as aucune visibilité sur ce qui est acheté, sur ce qui est développé. Puis c'est un temps long, c'est un temps très long là. Voilà, et c'est des temps longs, comme tu as des frais qui sont importants sur les SCPI, tu es sur des temps assez longs, donc on te dit que dans une SCPI, il faut y rester 7 à 8 ans pour être sûr d'avoir un gain par rapport à ton investissement initial. Et là-dessus, j'ai regardé ce qui se faisait un peu à droite, à gauche, et je me suis dit, je voyais certains acteurs qui commençaient à se développer aux États-Unis. J'adore l'immobilier. On va démocratiser cet investissement immobilier pour tout le monde. Et donc, on est parti sur... en fait, le pitch de Brix, rapidement, c'est de dire, nous, on va sourcer des immeubles de rapport. Donc, un immeuble de rapport, c'est un immeuble qui possède plusieurs appartements. Donc, nous, notre thèse, c'est de dire un immeuble avec minimum 6 appartements. Pourquoi? Parce que s'il y a de la vacance locative, donc si j'ai un locataire qui part et que je mets 2-3 mois à changer de locataire, il y en a toujours 5 autres qui paient. Donc le rendement, même si j'ai un locataire qui part, n'est pas complètement impacté. Donc on va sourcer des immeubles de rapport avec minimum 6 appartements. Voilà, je dilue le risque. Prioritairement dans des villes de ce que j'appelle de seconde zone, donc c'est des villes d'au moins 5000 habitants. Avec une démographie en augmentation. Donc c'est des villes attractives, mais qui sont pas des grosses agglomérations. Et là-dessus, on va trouver des immeubles intégralement loués, sans travaux. On les divise en 10 000 parts qu'on appelle des briques. Et très facilement, sur la plateforme, je vais permettre à n'importe quelle personne d'acheter une brique ou plusieurs briques. Et en fonction du nombre de briques qu'il possède, tous les mois, je vais lui reverser une fraction des loyers. Donc tous les mois, il va avoir juridiquement ça tient ça, hein. Ouais, je t'expliquerai l'innovation juridique derrière. Ouais. Mais donc déjà tous les mois, il va récupérer une fraction des loyers et en plus sa brique, elle va prendre de la valeur. Elle va prendre de la valeur pourquoi? Parce que la brique que j'ai achetée 20 euros, premièrement mon immeuble dans le temps il prend de la valeur, donc ma brique prend de la valeur liée à la valeur de l'immeuble. Et deuxièmement, tous les immeubles je les finance avec de la dette, donc je mets 50% de dette sur chaque immeuble. Ce qui fait que le remboursement des échéances de crédit tous les mois fait que ma brique prend mécaniquement de la valeur. Si je rentre un peu dans le détail technique, concrètement, ma brique, c'est la valeur de l'immeuble à un instant T si je devais revendre l'immeuble. Moi, je mets 10 000 briques en place dès le début. Donc, en fait, c'est une soustraction qui est assez simple. Mon immeuble, il vaut 400 000 euros. Il y a 200 000 euros investis par des particuliers, 200 000 euros investis par de la dette, par un crédit immobilier. Donc mon immeuble il vaut 400 000 euros. Si je devais vendre mon immeuble le lendemain après son acquisition, je le revends le même prix 400 000. Je rembourse la banque à hauteur de 200 000. Il me reste 200 000 euros de fonds propres divisé par 10 000 briques, ça me fait 20 euros la brique. Si au bout de 2 ans l'immeuble il vaut toujours 400 000 euros, j'ai déjà 20 000 euros de crédit immobilier qui ont été remboursés. Je revends mon immeuble 400 000, j'ai plus que 180 000 euros à rembourser. Il me reste donc 220 000 euros de fonds propres, divisé toujours par 10 000 briques. La brique vaut maintenant 22 euros. Si par contre, au bout de 10 ans, mon immeuble vaut plus 400 000 euros, mais il en vaut 500, si on revend l'immeuble, mon immeuble vaut 500, j'ai fait une plus-value parce que entre mes 400 d'acquisition et mes 500, finalement, j'ai une taxe sur la plus-value, donc on impute une taxe, donc ça va être à peu près 30%, donc j'ai 30% de taxe sur la plus-value, donc je me retrouve avec 500, moins 30 000 euros de taxes sur la plus-value générée sur l'immeuble, moins mon crédit restant qui serait plus que de 100 000 parce que ça fait déjà 10 ans qu'on a le crédit. Donc tu te retrouves avec 500 000 euros de valeur d'immeuble, moins 130 000 euros à rembourser. Donc si on fait ça fait 370 000 euros de 370 divisé par 10 000, ma brique elle vaut maintenant, au bout de 10 ans, elle vaut 37 euros. Donc tu gagnes de l'argent tous les mois parce que je te reverse des loyers, mais tu gagnes aussi de l'argent parce que le jour où tu décides de revendre ta brique, on a une marketplace sur notre site qui te permet de revendre ta brique quand tu le souhaites. Le jour où tu revends ta brique, peut-être que tu vas la revendre 37 euros, tu l'avais acheté que 20 euros. Donc t'as pris, en moyenne, on est entre 5 et 7% d'augmentation du prix de la brique par an. Et ce qui fait que, ce qui est assez exceptionnel, et en fait,
l'innovation par rapport à d'autres plateformes de crowdfunding, c'est que les plateformes de crowdfunding, t'es dans du prêt. Donc, tu vas prêter à un promoteur immobilier qui développe son programme immobilier, son immeuble, qui va revendre les appartements. Dans toutes ces plateformes, tu as un taux d'intérêt qui est fixe, qui est ferme, quoi qu'il se passe. Mais la dette, donc l'effet de levier bancaire que le promoteur immobilier met sur son programme, c'est à son bénéfice. Moi, où c'est assez révolutionnaire, c'est que toute la dette qui est générée et qui est mise sur les immeubles qu'on achète est au profit de l'investisseur particulier. Donc en fait, c'est la première fois qu'il y a une plateforme qui va dire à un investisseur, je vais mettre de la dette, mais ça va te profiter, ça va pas dans la poche du promoteur immobilier. Donc ce qui fait que moi, je vais te rendre des revenus mensuels qui sont du même ordre que les plateformes de crowdfunding type WeSeed, Anaxago, Munity ou d'autres. Donc on est entre 6 et 8% à l'année. Mais en plus, tu vas avoir entre 5 et 7% de prise de valeur de ta brique. Ce qui, mis bout à bout, tu vas faire du 10 à 15% de rendement à l'année avant impôt. Parce qu'après, t'as quand même des impôts qui s'appliquent sur tes gains. Mais avant impôt, t'es entre 10 et 15%. Et tu vois, ces rendements, ça s'est jamais vu pour le moment sur du crowdfunding, sur des plateformes de crowdfunding immobilier. Et en plus de ça, t'as un ticket d'entrée, potentiellement qui est pas, qui est pas c'est 10 euros. Puisque, alors, l'accroche sur ton site, c'est effectivement à partir de 10 euros, tu peux t'acheter une brique pour 10 euros, on va dire. Ce qui est finalement hyper accessible après. C'est hyper accessible. Pourquoi les plateformes elles l'ont pas fait? La majorité des plateformes sont à 1000 euros. Et il y en a qui ont revu ça à 200, à 400 euros. En fait, un investisseur qui met 10 euros sur ma plateforme, je perds de l'argent. T'as tout un process. Donc, déjà, t'as des coûts d'acquisition de clients, mais sans parler de mes coûts marketing pour aller chercher des nouveaux acquéreurs. Nous, t'as ce qu'on appelle un KYC, un process de KYC. Donc, connaître son client. Donc, on va lui demander des pièces d'identité pour être certain que c'est tel client qui investit son argent. Tu vois, ces process de KYC, c'est justement pour lutter contre le blanchiment d'argent ou l'argent sale, ne pas avoir des personnes qui sont en train de te ramener de l'argent de la drogue ou de l'argent de la vente d'armes sur ta plateforme. Donc ce process de KYC, il a un certain coût à processer administratif de notre côté, qui va être de quelques dizaines d'euros. Donc moi, permettre à un investisseur d'investir 10 euros, j'y perds de l'argent. Mais je pars du principe que en fait, t'ouvres les barrières et la personne qui met 10 euros et qui est très contente du service, elle va réinvestir. Elle va se dire au bout d'un moment, j'ai mieux à mettre mon épargne sur la plateforme Brix.co qu'à la laisser sur un compte en banque qui me rémunère pas. Et donc, c'est plutôt un test. Tu vois, je permets à n'importe qui de tester la plateforme à partir de 10 euros et peut-être que demain, elle va revenir, elle va mettre 200, 300, 400 euros. Et dans ce cas-là, ça devient très intéressant. Toi, Cédric, ton business model derrière, c'est à quel moment, toi, tu gagnes de l'argent? Moi, je gagne de l'argent de deux façons. C'est assez similaire à ce que pourrait faire un agent immobilier. Quand je négocie avec le vendeur de l'immeuble pour que le bien arrive sur ma plateforme, je vais lui dire la chose suivante, je vais lui dire, écoute, moi j'ai les budgets parce que j'ai des investisseurs particuliers qui vont acheter, donc je te garantis qu'il n'y a pas de conditions suspensives de financement. Donc quand on va signer le compromis, je te garantis que l'argent il est comptant. Quoi qu'il se passe, tu auras ton financement, tu auras ton argent, on va pas casser la vente. Donc en disant ça au vendeur, déjà, je vais avoir un pouvoir de négociation qui est plus important qu'un particulier lambda. Et donc j'achète moins cher que le particulier lambda qui voudrait acheter le même immeuble. Et donc moi je vais me rémunérer en mettant une commission là-dessus. C'est-à-dire que l'immeuble qui vaut 400 000 euros, que j'achète 400 000 euros, quand il arrive sur ma plateforme, je vais l'afficher à 440. Je vais prendre 10% de commission sur la valeur de l'immeuble. L'immeuble il arrive à 440 000 euros sur ma plateforme. C'est assez neutre pour l'investisseur parce que tous les rendements que je vais lui annoncer sont calculés sur la base d'un immeuble à 440 000 euros. Tu vois, les SCPI, elles te disent, vous investissez 100, on vous prend 10% de frais, donc il vous reste que 90 à investir, donc tu te retrouves avec plus que 90 euros à investir. Non. Moi, mon particulier, il a 100, il n'y a pas de frais à l'entrée, il investit 100, mais c'est juste que l'immeuble qui, moi, je l'ai acheté 400, je le mets sur la plateforme à 440. Mais par contre, son rendement, si je lui annonçais qu'il allait faire du 12%, c'est sur la base d'un 440, donc il sait dans quoi il investit et à quel rendement il investit. Et ensuite, comme une agence immobilière classique, on va prendre un frais de gestion pour faire toute la gestion du bien immobilier, que ce soit la gestion comptable, que ce soit la gestion administrative, la gestion des locataires. On sous-traite une grosse partie de la gestion à des agences de proximité. Et donc, moi, mon but, c'est vraiment
qu'il y ait le maximum d'immeubles sur la plateforme, parce que finalement, in fine, ma rémunération, c'est du récurrent, c'est un frais de gestion sur les immeubles tous les ans. Tu parlais d'innovation juridique, c'est... Ouais, sur l'innovation juridique, ouais, je voulais y revenir. Ce qui est très compliqué c'est l'administratif, en fait. T'as déjà un point administratif qui est compliqué quand t'investis dans certaines sociétés qui font de l'immobilier. Ça, c'est le premier point. Et les taxes et la liquidité. Je vais y revenir. Quand t'investis dans une SCPI, à moins d'investir au travers d'une assurance vie, mais quand t'investis en direct, t'es actionnaire de part de la SCPI, et quand tu veux en sortir, la liquidité, elle est pas parfaite, parce que ça prend à peu près 2 mois pour sortir. Parce que t'as des CERFA à remplir. En fait, t'es en train de revendre un titre, une action. Et même pour celui qui achète une part de la SCPI, il a une taxe des droits de mutation, donc c'est une taxe sur l'acquisition, qui sont de 5% du montant de la part de SCPI qui doit être payé. La majorité des acteurs qui avaient fait ce qu'on appelle du club deal immobilier, donc c'est-à-dire fédérer des investisseurs pour leur permettre d'investir dans des immeubles de manière mutualisée, à chaque fois, ce qu'ils mettaient en place, c'était une société dédiée pour chaque immeuble. En anglais, on va appeler ça un SPV, un véhicule juridique pour chaque acquisition. Quand ton ambition, c'est d'acheter 10 000 immeubles, rapidement, tu te retrouves dans une usine à gaz et une complexité qui est sans nom, parce que tu te retrouves avec 10 000 sociétés, avec 10 000 closings à la fin de l'année, 10 000 reporting à faire. Ouais. Un pour chaque immeuble. Juridiquement et même administrativement, c'est pas possible à faire. Donc nous, on est arrivé avec une innovation qui a été de dire, il va y avoir une seule société qui achète tous les biens immobiliers et qui va en être propriétaire à 100%. Donc c'est une foncière immobilière qui achète et qui détient les biens immobiliers. Pour chaque bien immobilier, on va mettre en place un contrat de royalties. En français, ça s'appelle un contrat de cession de revenus futurs. Donc c'est un engagement entre le particulier qui a investi et la société. Donc la société qui détient l'immeuble prend l'engagement de reverser 100% des bénéfices, que ça soit les loyers ou la plus-value, de reverser 100% des bénéfices liés à l'immeuble au particulier qui a investi. Donc en fait, on pourrait parler d'usufruit, sauf que juridiquement, l'usufruit, c'est lié à un contrat de démembrement chez un notaire. Là, il n'y a pas de démembrement, mais c'est un engagement avec un contrat de gré à gré que la société prend. En échange de ton investissement, tu investis par exemple 1 000 €, tu vas avoir une certaine fraction de ce contrat, où la société s'est engagée à te reverser tous les bénéfices liés à ça. Et ça, c'est assez vertueux. Donc en fait, t'achètes un contrat de royalties quand tu achètes une brique. T'achètes un droit à récupérer l'intégralité des loyers et l'intégralité de la plus-value si l'immeuble devait être vendu. Et donc ce qui est intéressant, c'est que comme t'es ni propriétaire de l'immeuble ni propriétaire de titre d'une société, il y a ni frais de notaire quand tu veux revendre pour le futur acquéreur. Ni de taxes sur la mutation parce que c'est pas une cession de titre de société. Donc ce qui fait que la liquidité elle est totale. En fait, mes briques elles peuvent être échangées sur ma marketplace et revendues 10 000 fois dans la journée. Il y a une liquidité qui est parfaite et il n'y a pas de taxes additionnelles à payer là-dessus. Donc ce qui permet d'avoir vraiment une liquidité qui se fait très rapidement. Même l'impôt sur la fortune. T'évites l'impôt sur la fortune parce que c'est pas considéré comme de l'immobilier, c'est considéré comme un placement financier. Donc tu te retrouves uniquement avec de la flat tax sur la plus-value. La personne qui a acheté sa brique 20 et qui la revend 37, sur les 17 € de plus-value, là elle va payer 30% de flat tax par contre. Ouais. Alors, ok, Cédric, je comprends bien. Alors, juste une question comme ça, parce que là, on parle d'investissement, justement. Il y a la notion de risque derrière. Si ta boîte plante, parce que mauvaise gestion, parce que ceci, parce que j'en sais rien, il peut y avoir 3 milliards de raisons. Finalement, là, il y a un risque pour moi, investisseur, non? Forcément, je te dirais pas le contraire. Si Brix plante, enfin, tu vois, si Brix plante, avec quoi je reste? Ouais. Ok. Juste en prélude. Donc, nous, on est agréé par l'ORIAS en tant qu'intermédiaire en financement participatif, et on est aussi agréé par l'ACPR, donc qui est une branche de la Banque de France. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Lemonway, et Lemonway met en place. Mais oui, attends, Lemonway, là c'est moi qui t'arrête. Attends, Lemonway, épisode 18 de la colle avec Damien Guermont-Pré à la découverte d'une fintech. Donc voilà.
épisode 18, nouvel épisode où on parle de Lemonway. Voilà, Lemonway, en fait, c'est un prestataire, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 18 de ton podcast, c'est un prestataire de paiement qui est lui-même agréé Banque de France, et tout l'argent, en fait, il nous permet quoi? Il nous permet de faire les encaissements, mais les encaissements, tant que tu les as pas investis sur un bien immobilier, ils sont sur un compte séquestre, donc ni BRICS, ni la BNP n'y a accès. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que t'as pas investi dans un bien immobilier, ton argent que t'as déposé sur la plateforme, il est en toute sécurité, tu risques pas de le perdre. Il est safe. Et ensuite, ce que nous a demandé de faire l'AMF, c'est ce qu'on appelle une procédure extinctive. Extinctive, c'est qu'est-ce qui se passe si BRICS venait à fermer en cas de défaut, et comment on limite la perte en capital au niveau des investisseurs. Là-dessus, nous, on l'a dissocié sous deux sociétés différentes. Tu as une société qui s'appelle BRICS SAS, qui exploite le site internet et qui va supporter tous les frais de structure, c'est-à-dire les frais marketing, les frais de personnel. Donc il y a cette société qui peut faire faillite en effet. Et de l'autre côté, on a mis tous les biens immobiliers dans une autre SAS qui s'appelle BRICS Gestion. BRICS Gestion 1, parce qu'il y en aura sûrement plusieurs. Ouais, d'accord. Qui, elle, détient tous les biens immobiliers et qui n'a aucun frais de structure. Il y a pas de frais, en fait, il n'y a pas de personnel au niveau de cette société-là. Et dans tous les contrats qu'on met en place, si BRICS, qui administre le site internet, venait à faire faillite parce qu'on a mal géré nos coûts marketing, on a mal géré nos frais de personnel, il y a des rangs au niveau des créanciers, c'est-à-dire que donc la procédure extinctive, c'est de revendre tous les biens immobiliers qui sont dans BRICS Gestion, la société qui exploite les biens immobiliers. Ouais. Et donc en priorité, en rang 1 au niveau des créanciers, donc c'est la banque qui va venir récupérer son argent sur les crédits immobiliers restants. Bien sûr. En rang 2, classique, c'est les détenteurs de briques, donc les investisseurs particuliers qui récupèrent l'intégralité de leur capital. Et en rang 3, ça serait les créanciers de BRICS, la société, mais il n'y a plus d'argent parce qu'on a déjà tout rendu aux détenteurs de briques. Ouais. Donc, il y a deux risques, pour être complètement transparent, il y a deux risques qui sont possibles de perte en capital. Risque numéro 1, c'est un risque de force majeure qui est pas lié à nous, qui est lié à l'immobilier en général, peu importe la façon dont on investit. Une crise Covid qui fait que le marché de l'immobilier s'effondre, un événement AZF à Toulouse, on a un immeuble à côté d'AZF, AZF explose et là, il y a plus de locataires qui veulent y habiter. Ça, on le gère en limitant le montant maximal d'investissement par immeuble d'un investisseur. Donc un investisseur peut pas investir plus de 5% dans un immeuble en particulier. Comme ça, on le pousse à une diversification dans différents immeubles pour lisser son risque. Risque numéro 2, de perte en capital. Un investisseur vient de rentrer sur un immeuble. Cet immeuble-là n'a pas encore du tout remboursé de crédit parce qu'il est tout récent, donc on vient de le rentrer. Le crédit immobilier n'a pas commencé à être remboursé. La société mère fait faillite. On demande à des agences immobilières de revendre tous les biens immobiliers. L'agence immobilière qui va revendre ce bien immobilier qui venait de rentrer va prendre une commission, à peu près 5%. Ah ouais. Et donc dans ce cas-là, tu revends, tu rembourses en priorité la banque. Et peut-être que tu avais demandé 200 000 euros de fonds propres auprès de tes investisseurs, et comme tu as payé une commission à l'agence immobilière, tu te retrouves uniquement avec 190 000 euros de fonds propres à rendre. Ouais, je comprends. Donc ça existe pas s'il y a déjà une partie importante du crédit qui a été payé, parce que finalement cette épargne de crédit vient compenser ces frais d'agence immobilière. Mais ce qu'on voit, c'est que même si ça devait arriver, ce scénario-là, ton risque de perte en capital est assez limité, parce que il va se cantonner à des frais d'agence immobilière. Donc allez, grosso modo 5 à 10% de risque en perte. Je trouve tout ça super intelligent, super sexy. Vous vous êtes lancé en août 2020. Moi, alors tu vois, ça fait quand même un petit chemin, c'est-à-dire ça a fait le chemin de Montpellier à Orléans, puisque moi j'en ai entendu parler en juillet 2021. Aujourd'hui, c'est quoi la traction que vous avez Déjà, t'es seul, t'es le fondateur et unique actionnaire, ou t'as pris des potes? Alors, je suis pas seul. C'est moi qui suis à la base du projet, mais là j'ai un cofondateur, donc le directeur technique qui vient de me rejoindre au capital. Donc maintenant on est deux associés principaux. Ce qui est super, c'est que lui était directeur technique chez Meilleurtaux, donc
D'un, il a cette compétence très technique, mais en plus il connaît très bien l'immobilier. Donc quand il a vu Brix, il a dit c'est super, je veux te rejoindre, j'arrive. J'ai commencé à travailler sur le projet en août 2020, mais la boîte là, elle est vraiment lancée depuis 3 mois. Donc tu vois, c'est encore plus récent que ce que tu annonces. Ok, d'accord, très bien. Donc ça veut dire que le chemin entre Montpellier et Orléans se fait en 2 mois et demi. Se fait assez. Non, mais c'est incroyable là, l'attraction. Je pense que tout fondateur rêverait d'avoir cette traction-là, tu vois. Là, c'est quasiment que du bouche à oreille. On a 2500 inscrits sur la plateforme. C'est 800 personnes qui ont déjà mis de l'argent dans nos premiers immeubles. On a financé 2 immeubles en l'espace de 2 mois. Alors, juste pour ceux qui nous écouteraient un petit peu plus tard, là, on est fin juillet 2021. Voilà. Ouais, donc, on est fin juillet 2021 et le premier immeuble a été mis en ligne sur la plateforme en début mai 2021. Ok, d'accord. Donc début mai, sur le mois de mai, on finance un premier immeuble. Entre juin et juillet, là, on finance un deuxième immeuble. Et là, on a un immeuble qui fait une valeur de 800 000 euros actuellement sur la plateforme, qui est basé à Montpellier. Et qui est bien parti pour se financer sur le mois d'août. Ça veut dire aussi qu'en grossissant, tu vas pouvoir acheter des biens de plus en plus conséquents aussi. Ouais, exactement, parce que tu vois, là, on est parti sur une taille de 800 000 euros, alors que le premier faisait uniquement 390 000 euros. Donc en effet, ce qui est super intéressant, c'est de voir que les personnes qui ont mis de l'argent dans les premiers immeubles remettent quasiment sur tous les immeubles. Donc ce côté diversification marche à fond. Parce qu'en fait, tu peux investir des très petits montants. Donc, tu vois, moi, mon panier moyen, l'investissement moyen d'un investisseur, c'est 400 euros, mais qui va se faire par 200, 300 euros sur chaque immeuble. Donc, il y a une vraie volonté d'investir et de diversifier son patrimoine. Et d'ailleurs, ça m'amène au profil. Donc, on pourrait dire les personas en marketing, au persona, au profil des investisseurs. Je constate là avec quatre types d'investisseurs assez marqués. Premièrement, c'est celui qui peut pas avoir accès au crédit immobilier mais qui a quand même un peu d'argent à investir. Donc lui, il va surtout investir un panier qui est autour des 400 à 1000 euros. J'ai des personnes qui ont déjà acheté leur résidence principale, qui ont déjà un salaire confortable, qui ont déjà fait un premier investissement locatif, qui sont peut-être à 40%, 45% de taux d'endettement, qui peuvent plus du tout investir dans l'immobilier et qui se disent Brix, c'est génial parce que ça m'augmente ma capacité d'endettement vu qu'ils font un emprunt bancaire. Donc tu vois, c'est des personnes qui vont mettre 5 000 euros, 10 000 euros sur la plateforme en se disant en fait indirectement j'ai augmenté ma capacité d'endettement vu qu'il y a du crédit, il y a de l'emprunt derrière. J'ai des personnes un peu plus âgées là qui ont la soixantaine qui pour schématiser arrivent à la retraite, ont déjà fait beaucoup d'immobilier, ont déjà connu beaucoup d'emmerdes avec leurs locataires en termes de gestion et qui se disent là ça y est, moi ça me fait toujours plaisir l'immobilier mais j'ai passé l'âge, je revends tout et je mets une partie sur Brix parce que je continue à me faire kiffer et à faire de l'immobilier mais j'en ai plus du tout la gestion et c'est bien plus facilité. Et enfin quatrième population, les expatriés et les personnes à l'étranger qui ont de l'argent à investir, qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui vont pas le faire dans le pays où elles se trouvent, souvent pour des raisons géopolitiques. Tu vois, quand tu es en Malaisie ou quand tu es en Afrique, ou tu veux pas investir dans le pays local, tu peux contacter un agent immobilier, tu peux le faire en direct, tu peux contacter ton banquier, mais ça rajoute quand même un peu de complexité et d'étapes au passage, et donc qui viennent mettre des tickets sur Brix parce qu'on leur simplifie grandement le boulot. Et moi j'ai tendance tu vois là je vais pas du tout prêcher par ma paroisse mais j'ai tendance à dire à ceux qui voudraient venir sur Brix, si vous avez la capacité de faire un crédit immobilier, d'aller voir votre banquier, mettez d'abord de l'argent dans des frais de notaire, achetez d'abord un premier bien en direct parce que vous ferez toujours plus en termes de rendement. Une fois que vous aurez acheté un immeuble, 2 immeubles en direct et que vous serez finalement full au niveau de cette capacité, à ce moment-là, vous venez investir un peu d'argent sur Brix. Parce que moi, tu vois, je vais te rendre au maximum du 10 à 15%. Quand tu achètes un immeuble et que tu mets uniquement les frais de notaire, quand tu calcules ta rentabilité, en fait, t'as pas l'impression de faire une super affaire parce que tu gagnes pas d'argent les premières années vu que l'intégralité de tes loyers vient payer tes remboursements d'emprunt. Oui. Mais en fait, cet argent, quand tu revends ton immeuble, tu le touches à la fin. Et donc, c'est des personnes qui vont être capables, si elles ont 10 000 euros, elles vont s'acheter un appart à 80 000.
payées par la banque, elles vont épargner 4 000 à 5 000 euros tous les ans. Bon, ben, si tu les rapportes à tes 10 000 euros initiaux investis, en fait, t'es à 40 ou 50% de rendement à l'année. Oui. Moi, je pourrais jamais m'aligner là-dessus. Pourquoi? Parce que la banque me demande quand même des fonds propres qui sont assez importants, entre 30 et 50% sur chaque projet. Donc, si vous avez la possibilité de faire un crédit immobilier, on est en France, les taux sont bas, faites d'abord un crédit immobilier, vous viendrez me voir après, quand vous aurez certaines galères de gestion et que vous direz, bon, ben, c'est plus facile. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi, c'est que derrière enfin moi il y a ça fait partie des trucs enfin je suis un peu comme toi, je bosse je sais pas combien d'heures par jour mais beaucoup entre 2h et 3h du matin, j'ai pas envie de m'occuper de la gestion d'un appart ou tu vois des problèmes de robinetterie quoi hein. Ouais, bien sûr, si le rendement tu te dis bah déjà à 10% je suis très content et ça me suffit et que juste tu veux pas t'embêter, c'est là tu vois j'en reviens à mon idée de focus hein. Des fois vaut mieux gagner un peu moins d'argent et rester focus sur ton job parce que finalement tu as l'impression de gagner plus à côté en faisant de l'immobilier mais en fait c'est des opportunités business que tu fais pas dans ton travail et tu t'es peut-être en train de perdre plus d'argent indirectement que ce que t'en gagnes. Donc en effet si 10% ça te va assez bien et que tu veux pas t'embêter à côté, viens sur ma plateforme. Bah, je suis désolé, Cédric, si 10% de rendement, c'est beaucoup. C'est énorme. Il y a rien qui te permet de gagner 10%. Mais encore une fois, si tu le compares à un investissement en direct, tu peux gagner plus en achetant en direct. Ouais. Avec toutes les emmerdes qui vont avec aussi. Avec toutes les emmerdes qui vont avec. Ouais, exactement. Et tu parlais de traction. Alors justement, tu le vois pas. Alors tu as expliqué qu'il y avait du bouche à oreille. C'est quoi les autres éléments qui te disent tiens, il y a une vraie traction là. Si tu veux, je vais en revenir un peu à ma vision de l'immobilier dans quelques années. De la même façon que maintenant, on se dit non mais comment ça se fait qu'avant 2008, un site comme Airbnb n'existait pas? Parce que ça paraît tellement normal de pouvoir utiliser Airbnb et d'aller dormir chez l'habitant. Ouais. Je pense que dans 10 ans, que ça soit Brix ou d'autres plateformes de ce type, on se dira la même chose. Mais en fait, pourquoi ça n'était pas possible d'investir n'importe où à travers le monde en un clic? Pourquoi je pouvais pas acheter en un clic un immeuble ou des parts d'immeubles basés au Portugal, Lisbonne, en Espagne, en Allemagne? Et ma vision des choses, c'est que ce type de plateformes qui vont te permettre d'investir très facilement, que ça soit sur ce type de biens immobiliers, mais pourquoi pas sur l'immobilier commercial, sur l'immobilier de bureau ou d'autres, va se développer et va devenir la norme dans les années qui vont suivre. Donc en termes de traction, en fait, nous, notre ambition est vraiment de faire un acteur de très très grosse taille, mais surtout d'ambition mondiale, parce qu'on se dit que ça a vraiment de la valeur de permettre à n'importe qui à travers le monde de pouvoir investir, mais pas seulement en France, mais de pouvoir investir dans n'importe quel pays. Il y a des pays où j'aimerais, tu vois, pourquoi pas investir en Argentine si je vois que la rentabilité est bonne, si je crois dans le pays et que je me dis que le risque géopolitique est assez faible. Moi, ça me plaît ce type d'investissement exotique. Fut un temps, on disait qu'il fallait aller investir à Miami parce que le marché de la Floride, Miami en particulier, était super cheap et qu'il y avait des belles affaires à faire. En fait, si tu veux, tu as toujours eu ces incohérences de marché dans certaines villes. Le marché immobilier, c'est pas un marché parfait comme la bourse qui s'autorégule en quelques secondes. Et ce qui fait que les incohérences de marché mettent quelques années à se lisser. Ça a été vrai pour Miami, ça a été vrai pour Lisbonne. Il y a 6 ans, Berlin, t'étais à 2000 € du prix au mètre carré. Quand à Paris, t'étais à 10 000. Et tout le monde disait, il faut investir à Berlin parce que Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne, c'est un pays qui est en croissance. Pourquoi Berlin, on est à 2000 € du mètre? 6 ans plus tard, tu vois, t'étais en moyenne à 6 000. Sauf que aller investir à Berlin, c'est très compliqué. Tu vas pas avoir ton financement au niveau de ta banque. Juridiquement, tu sais pas par quel bout le prendre. Et donc, c'est pour ça que des plateformes comme ça a vraiment du sens pour pouvoir profiter de ces incohérences marché, comme je les appelle, qui peut-être il y a 10 ans c'était Miami, demain ça sera une autre ville et on sait pas pourquoi. Là, les investisseurs mettront du temps à y aller, donc il faudra investir pour en profiter. Et pour en revenir à ta question de traction, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que les acteurs qui gagnent sur ce type de projet sont des acteurs qui ont une expérience utilisateur qui est la plus optimale possible. Et donc l'attraction pour moi va venir beaucoup du bouche à oreille, du parrainage,
et du fait qu'à un moment donné, tu vas être très content d'avoir récupéré ton 10% de rendement à l'année et tu vas avoir envie d'en parler à tes amis, à ta famille. Pour ça, il faut d'un qu'on soit très bon sur le sourcing des immeubles pour garder des immeubles de qualité où tu fais des bons rendements, et deux, que tu aies une expérience utilisateur qui soit très simple et que ce soit très facile pour toi de comprendre en fait les immeubles dans lesquels tu investis et le rendement qui t'est annoncé. Ça, c'est le premier point. Et il faut ensuite avoir une expérience communautaire. S'il y a bien quelque chose qui est très social, c'est l'immobilier, c'est l'investissement immobilier. Donc il faut que demain sur ma plateforme, ce soit pas uniquement une plateforme d'investissement immobilier, mais que ce soit une plateforme où tu peux aussi venir et discuter de stratégie immobilière. Soit par du chat, soit par de la gamification, soit par des... Mais sur ma plateforme, on te facilite l'investissement immobilier, mais tu restes actif, contrairement à une SCPI où tu es passif. Donc c'est toi qui mets en place ta propre stratégie. Demain, Pierre va avoir une certaine stratégie d'investissement qui sera pas la même que Pierre, Paul ou Jacques. Est-ce que j'investis plutôt dans des villes de seconde zone sur les sites sur les sites de de bourse où t'as des forums etc. Hein. Ouais, et les différences de stratégie, c'est est-ce que j'investis plutôt dans des pays exotiques où j'ai du fort rendement mais je prends du risque? Est-ce que j'investis plutôt dans des immeubles qui se situent dans des zones périphériques, donc de seconde zone où j'ai des très forts rendements en termes de loyer, donc je récupère beaucoup de loyers. Tu vois, par exemple Saint-Étienne, tu vas récupérer beaucoup de loyers, mais l'immobilier est plutôt en décote, donc tu perds de la valeur sur ton prix de l'immobilier, mais par contre tu fais facilement du 12% de rendement en loyer. Ou est-ce que je vais plutôt à Paris, où je vais récupérer uniquement 1 ou 2% de loyer qui m'est reversé tous les mois, mais ma brique prend 8% ou 10% de valeur à l'année parce que l'immobilier prend une valeur folle tous les ans. Et donc ça, c'est déjà des questions que tu te poses en tant que particulier, et comme tu es actif et que c'est toi qui fais ta sélection des immeubles dans lesquels tu veux investir, tu vas te retrouver avec les mêmes questions et les mêmes stratégies à appliquer sur Brix. L'intérêt aussi d'avoir une communauté comme ça qui est hyper active, c'est que tu vas assurer la liquidité de tes briques. Et pour moi, ça fait aussi partie de l'intérêt, c'est-à-dire que contrairement à des SCPI, contrairement à des investissements en propre que tu peux faire, là t'as une liquidité qui est beaucoup plus grande. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le facteur qui va faire l'explosion ou non de Brix, c'est cette capacité à offrir de la liquidité. Parce que quand je discute avec la majorité des investisseurs particuliers, on en revient toujours à la même problématique, c'est cette problématique de liquidité. Et tu vois, j'ai des personnes qui me disent, nous, on a un projet d'achat de résidence principale ou on a un projet de voyage dans 2 ans. On a besoin d'être sûr que dans 2 ans, qu'on va récupérer, qu'on puisse facilement récupérer notre argent quand on en aura vraiment besoin. Là, on a peut-être 20 000 euros sur un compte épargne qui rapporte rien en termes de rémunération. On veut bien les basculer sur Brix, mais à la condition que ça soit très facile de les récupérer quand on le souhaite. Ouais. Et donc, là, c'est au tout début du projet, tu vois, on est à 3 immeubles. D'ailleurs, le premier immeuble a été intégralement financé. On a eu l'obtention du crédit immobilier par la banque, mais on n'a pas encore signé définitivement l'acte authentique chez notaire. Donc là, tu peux même pas encore revendre tes premières briques vu que l'immeuble n'a pas encore été définitivement acquis. Donc cette marketplace, tu vois, elle est pas encore active. Ça va être très intéressant de suivre les volumes et la façon dont les gens interagissent sur la marketplace pour voir comment ça se comporte. Est-ce que les gens achètent pour revendre rapidement et essayer de faire une plus-value? Est-ce que les gens préfèrent investir dans des nouveaux immeubles ou préfèrent passer directement par la marketplace pour investir dans des immeubles qui ont déjà été financés? Tu vois, c'est tout ça. Et mais en effet, c'est clé. Et d'ailleurs, c'est une des volontés qu'on a chez Brix, c'est nous en interne d'avoir un pool de liquidité pour pouvoir garantir une certaine liquidité et pouvoir dire mettez sur la marketplace. Si vous revendez pas sur la marketplace en 1 semaine, nous on vous garantit un achat instantané avec un petit discount pour vous garantir qu'en tout cas quand vous voulez vous pouvez sortir. Ouais, ça c'est super intelligent, super intelligent. Écoute, Cédric, je suis comme toi, je me dis mais pourquoi personne l'a fait avant? Et j'y crois à mort. Enfin, j'y crois tellement d'ailleurs que avant même qu'on se parle, déjà j'ai passé un bon moment sur votre site web, ça c'est une chose, ce qui prouve que je suis un prospect hyper chaud. Mais au-delà de ça, et tu vois, tu parlais du bouche à oreille, c'est que j'ai dû en parler à 5
5-6 personnes déjà en disant la vache, vous avez vu ça, etc. Et je pense que ça génère effectivement, il y a un petit effet boule de neige. Donc oublie pas, on a un programme parrainage, tu vas gagner des bonus. Ouais. Ah cool. D'accord. D'ailleurs, si tu veux, ce qu'on peut faire, on peut mettre en place pour tes auditeurs, s'ils s'inscrivent sur la plateforme, qui m'envoient un petit mail ou qui t'envoient un mail, et moi je leur offrirai 1% de bonus sur leur premier versement. Donc automatiquement, ils auront 1% en plus de leur investissement qui leur sera crédité sur la plateforme. Ok, ça marche. Tu veux donner ton email comme ça Ouais. L'email il est très facile, c'est Cédric, donc CEDRIC @brix.co. Et voilà, donc, les gars, vous m'envoyez un mail et vous dites que vous venez de la colle et je vous crédite le bonus. Génial. Écoute, bien, merci, c'est top, c'est top. Et puis ça répond, c'est parfait. Ça me fait la transition sur OK, comment te contacter. Ça y est, il y a l'email. On peut te contacter sur LinkedIn parce que t'es actif sur LinkedIn. On redonne le nom du site, c'est brix.co, BRICKS.co. J'ai vu que le .com était comment dire, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais en gros c'est quelqu'un qui l'a acheté et qui essaye de le revendre à un moment ou un autre, c'est ça? Ouais, d'ailleurs pour l'anecdote, quand j'ai lancé, j'ai forcément contacté ce propriétaire du domaine en .com. Ouais, je sais pas si c'est un parking ou un garage, mais en fait c'est des personnes qui sont spécialisées dans l'acquisition de noms de domaine pour les revendre plus cher par la suite. Il y a un vrai business là-dedans. Et il m'a gentiment expliqué qu'il le vendait pas à moins d'un million de dollars. Ah ouais. Je lui ai dit donc je lui ai dit écoute, merci pour ton offre. Et non, mais en plus c'était ferme, hein. Il m'a dit qu'il a reçu des propositions assez importantes par rapport à ce nom de domaine qui Brix tel qu'il est écrit, c'est vraiment l'orthographe à l'anglaise des briques en anglais. Ouais. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le perfect match en termes de nom de domaine. Et ce qui fait que le .com il est inabordable. Donc c'est pour ça que je suis parti sur le .co et .co. Ouais, mais ça le fait, tu vois, moi ça me trouble pas plus que ça. Ok, Cédric, franchement voilà, c'est super intéressant. Il y a une vraie hype autour de ce projet Brix. On va dire que je suis payé, mais alors que pas du tout. Je trouve ça juste top. Donc voilà. En plus de ça, ton expérience d'entrepreneur passée fait qu'on se dit il sait vraiment il sait de quoi on parle quand on parle d'entrepreneuriat, donc voilà, c'est moi je mettrais bien un billet là-dessus. Tiens, en parlant de ça, aujourd'hui t'as besoin d'investisseurs? Pas vraiment, non? On en a toujours besoin un peu pour faire de la com, du marketing et embaucher des gens, mais ouais. Alors j'ai la chance quand même d'avoir quelques liquidités. C'est une chance parce que tu vois je l'avais pas au niveau de Mille et une pharmacie quand je me suis lancé. Donc là je suis parti sur fonds propres. Ouais. Et ma volonté, comme je pense vraiment que c'est une boîte, si on veut faire quelque chose à échelle mondiale, qui va me demander beaucoup de capitaux, et donc ça va passer par des grosses levées de fonds. Tu vois, je voulais éviter la traditionnelle levée de fonds de 1 million d'euros qui te dilue dès le début. Ouais. Pour essayer de passer tout de suite au tour de table suivant. Donc avec plaisir pour discuter avec des investisseurs, mais j'attends plutôt la fin d'année, début d'année prochaine pour vraiment engager, parce que on aura déjà une vingtaine d'immeubles sur la plateforme, parce qu'on aura sûrement triplé ou fait x4 sur nos utilisateurs. Donc tu vois là c'est assez récent. Tu seras plus en seed capital, tu seras sur exactement, une levée conséquente. Donc avec plaisir pour en discuter avec des investisseurs, mais c'est pas le sujet du moment en tout cas la levée. Ok, génial. Cédric, on y arrive. Les 7 dernières questions de la colle. Ouais. Il y en a une que j'ai oublié de te poser. J'avais dit que j'allais te poser la question quand même. O'Neill, ça vient d'où? O'Neill, c'est irlandais. Ouais. Donc tu vois, moi j'ai une grand-mère irlandaise et un grand-père anglais.
Ah, génial. J'ai jamais vécu là-bas, mais mon père a la double nationalité française-anglaise. J'ai encore de la famille éloignée qui vit à Cork en Irlande. Ok. Donc c'est très répandu. Tu vas en Irlande, t'as des O'Neill à tous les coins de rue et donc le O apostrophe, tu vois, ce qui est assez répandu quand tu regardes les matchs de l'équipe d'Irlande, t'as toujours des Ouais. Brian O'Driscoll ou quelque chose. Ça veut dire c'est l'apostrophe de fils d'eux, en fait, le 2 en français, Ouais. de quelque chose. D'accord. Donc en Irlande, c'était à l'époque un signe de bourgeoisie ou de noblesse. Mais c'est marrant, tout le monde s'appelle. Ok, ben voilà, j'ai ma réponse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les 7 dernières questions. Cédric, dis-nous, quel est ton mot préféré? C'est vraiment une colle. Autant je pense que je vais être capable de te donner un mot que j'aime pas. Ouais. Autant mon mot préféré c'est assez dur. J'en ai pas en Brique. particulier, ou alors pourquoi pas. Allez, je vais te dire brique. Ah ouais, attends, on est là, autant en profiter. autant faire la promotion. Et alors, donc, le mot que tu détestes? Ouais, j'ai pas de mot que je déteste. Par contre, il y a le mot risque. Je trouve qu'il est mal utilisé en français. On l'utilise de manière trop négative à chaque fois. Prendre un risque, alors que tu vois en anglais c'est plutôt take a chance pour dire la même chose. Donc nous, dans tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on fait, il y a toujours cette connotation en risque. Finalement, un risque est toujours lié à une chance. Donc c'est juste plutôt remis dans son contexte. Je trouve ça plus sympa de dire prendre une chance. Ok, intelligent. Le son ou le bruit que tu aimes? Ça c'est très facile pour moi. C'est vraiment le son de l'eau qui coule dans une rivière. Je fais beaucoup de courses à pied, plutôt en montagne, et tu vois, je me sens vraiment détendu et apaisé dès que je passe au niveau d'un ruisseau avec de l'eau qui coule d'une montagne ou qui sort de la terre. Ouais, c'est la pub Knacky Herta, ça. Je suis d'accord. C'est ça apaise. Le son ou le bruit que tu détestes? Ouais, j'ai les pleurs de mes enfants. On était il y a pas longtemps dans les couches, donc tu sais que tu vas passer une mauvaise nuit. Non, par rapport à ça, non, j'ai pas de son en particulier. Ok. Alors, Cédric, ton juron, gros mot ou blasphème favori? Alors, je jure pas beaucoup. Par contre, j'en ai entendu un là récemment qui m'a bien fait rire, d'un ami de Montpellier. Counifle. Donc ça s'appelle Counifle, ouais. Et si tu vas regarder sur internet, ça veut dire espèce de con, quoi. Donc c'est du vieux patois. Voilà, tu vois. Et c'est vrai que lui, tu es qu'un counifle. Voilà, c'est exactement. T'es qu'un counifle. Ok, joli. La citation que tu aurais aimé prononcer? Ouais, je vais plutôt te dire la citation que je me répète des fois à moi-même pour me motiver. On a toujours une citation qui pousse à te motiver. Je sais pas pourquoi, mais c'est souvent ce qui me tue pas me rend plus fort. Et je pense que ça vient de mes précédentes expériences, dans le sens où tu vois, ma première année de pharmacie, c'était pas quelque chose qui m'épanouissait, faire de la pharmacie, mais à un moment donné, t'es obligé de te dire, allez, il faut y aller. Et il faut se motiver, et donc ça c'est vraiment une citation que je me répète assez souvent pour me dire, allez, pas forcément un bon moment, mais de toute manière il faut en passer par là. Voilà, ce qui me tue pas me rend plus fort. Ok. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Ouais, je suis pas du tout croyant, mais ça reprend un peu la question de c'est pas le sujet. Ouais, qu'est-ce que t'aimerais te dire sur ton lit de mort? Ouais, moi j'aimerais vraiment me dire que j'ai pris du fun, et tu vois, j'adore l'entrepreneuriat. Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un entrepreneur market fit. Tu vois, on parle souvent de product market fit, mais un entrepreneur market fit, ça fait vraiment du sens. Ça revient à la notion de passion dans ce que tu fais. Je me suis régalé dans l'histoire Mille et une pharmacie, mais plutôt sur le côté entrepreneurial et pas sur le marché, parce que la pharmacie en soi-même, c'était pas quelque chose qui me faisait rêver. L'immobilier, tous les matins, je me réveille et j'ai des étoiles dans les yeux parce que j'adore vraiment ce secteur d'activité. Donc voilà, c'est trouver des secteurs comme ça sur lesquels je vais entreprendre et qui me procurent vraiment de la passion. Ok, génial. Encore un grand merci de ton temps, Cédric. Je trouve ce projet hyper intéressant. Enfin voilà, bon, je vais pas te servir la soupe encore plus, mais allez voir bricks.fr
Vous avez l'email de Cédric pour avoir le discount La Colle. Donc profitez-en. Encore un grand merci donc. Et puis on souhaite une fin d'année 2021 et une année 2022 juste extraordinaire pour Brix. Et encore un grand merci Cédric. Super, merci Pierre, et ravi que ça te plaise. Bientôt parmi les futurs Brixeurs. Mais là, dès qu'on a fini l'enregistrement, je m'y mets. Tu vas aller regarder? Ok, génial. Je te mettrai le 1% de bonus. Ça marche. Allez, bye bye Cédric. Ciao. Salut Pierre, à bientôt, ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.